Donc, pour la suite de l'intervention, nous allons avoir Alice et Jérôme Alléon, qui sont tous deux astrophysiciennes et physiciens, respectivement à l'Université Paris-Saclay et au CNRS. Et ils vont nous parler de météorites. Et on va lancer le petit vidéogramme. Bonsoir, bienvenue à la nuit du Big Bang au Big Bang. Nous accueillons Alice et Jérôme qui vont peut-être se présenter. Alice. J'y vais. Hein. Donc moi je suis Alice Alléon-Topani et je suis enseignante-chercheuse sur l'Université Paris-Saclay et je travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale et je travaille sur le retour d'échantillons extraterrestres et puis les météorites en général. Jérôme. Donc moi je m'appelle Jérôme Alléon, je suis chercheur CNRS à l'IMPMC, l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et comme Alice, je travaille sur les météorites, sur les plus vieux fragments de la formation planétaire du système solaire et sur les retours d'échantillons extraterrestres sur Terre. Donc nous avons un Parisien et une Orcéenne. Voilà, ouais. Vous réunissez la science de l'Île-de-France. Et donc vous allez nous parler de météorites. Et donc je vous laisse pour ces belles démonstrations et tous ces beaux aspects avec des beaux échantillons que vous allez nous faire découvrir. Voilà. Donc je vous laisse. Ouais. À toutes. Alors aujourd'hui, on va parler de météorites, de ce que sont les météorites. On va vous parler un petit peu de la science qu'on peut faire avec ces météorites, de ce qu'on apprend en fait en étudiant les météorites. Et puis on vous parlera un petit peu de missions spatiales, de retour d'échantillons extraterrestres sur Terre. On va commencer par parler du système solaire. Donc sur ce drap là, on a représenté le système solaire. Alors on a notre Soleil, on a nos 4 planètes du système solaire interne, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On a dans le système solaire externe, on a Jupiter, Saturne avec ses anneaux, et puis on a Uranus et Neptune qu'on n'a pas pu placer sur notre drap parce que c'est une maquette à l'échelle. Et donc Uranus et Neptune, ils auraient dû être à plusieurs mètres du système solaire, donc à l'extérieur du drap. Donc on les a juste mis à l'extérieur là-bas. Alors les traits blancs en fait représentent les orbites de chaque planète autour du Soleil. Alors on a ces 8 gros corps planétaires dans notre système solaire, mais on a aussi un tas d'autres corps, petits corps, et il y en a une grande partie qui se trouve dans cette ceinture, ici, dont l'orbite se trouve entre Mars et Jupiter. Et dans cette ceinture, en fait, c'est là où on va trouver les astéroïdes. Alors, on va vous montrer... Alors, quelques photos d'astéroïdes qui ont été prises par des sondes spatiales. Donc là, on vous montre une image où vous pouvez voir que les astéroïdes sont des objets qui sont pas nécessairement sphériques, ils ont des formes qui sont un peu patatoïdales, avec des surfaces qui sont constellées de cratères d'impact, et ils ont des tailles qui font entre quelques centaines de mètres, et puis le plus gros c'est l'astéroïde Cérès qui fait 1000 km de diamètre. Par comparaison, le rayon de la Terre il fait 6400 km, et le rayon de la Lune fait 1700 km. Alors, ces astéroïdes, donc les plus gros, ils ont une orbite assez stable autour du Soleil, et donc ils vont tourner tranquillement autour du Soleil, mais les petits et les plus petits astéroïdes ont une orbite qui est assez instable, due à divers processus, et ils peuvent tomber dans ce qu'on appelle des zones de résonance. Ce sont des zones particulières de cette ceinture d'astéroïdes. Une fois qu'ils sont dedans, ils ne peuvent pas y rester et ils sont injectés dans le système solaire interne. Donc ils vont y rester avec des orbites assez chaotiques pendant 1 à une centaine de millions d'années. Et puis ils vont un jour, ils peuvent croiser l'orbite de la Terre. Alors voilà, une fois qu'ils croisent l'orbite de la Terre, ils vont entrer dans l'atmosphère terrestre et puis ils vont venir jusqu'à la surface terrestre. Et donc ces petits fragments d'astéroïdes, ça devient nos météorites. Donc voilà ce que c'est qu'une météorite.
C'est donc un fragment d'astéroïde et c'est un caillou. Qu'est-ce que c'est qu'une météorite? C'est un caillou en fait qui n'est pas très différent des roches de la Terre. Elle est constituée de minéraux, certains sont même très courants sur Terre, et elle est constituée des éléments chimiques qu'on trouve partout sur la Terre. Donc on se pose la question de savoir comment on peut reconnaître une météorite. Propriété d'une météorite, c'est comme c'est un fragment d'astéroïde qui arrive sur Terre avec une vitesse très élevée, qui est de l'ordre de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres par seconde, eh bien le fragment d'astéroïde va frotter très fort contre les molécules de l'atmosphère, il va s'échauffer, et jusqu'à des températures qui vont jusqu'à 1500, 2000 degrés, et ce faisant, eh bien, il va émettre de la lumière et il va fondre partiellement. Donc on peut vous montrer par exemple une image on va la passer, ouais. Voilà. Donc là c'est une traînée en fait qui a été laissée par une météorite, et puis on voit la boule de feu dont tu parlais en fait qui est à l'extrémité de cette traînée. Voilà, donc le résultat c'est comme cette roche fond, eh bien, elle va arriver au sol, il y en a une partie qui est fondue. Alors cette partie est très fine, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que l'essentiel de la matière fondue est éjecté par les frottements. Et donc là, vous avez une météorite en coupe, et en fait, elle a cette pellicule fondue qu'on appelle une croûte de fusion, qui est lisse, qui présente des vagues à sa surface, en fait des petites ondulations comme des vagues. Et cette pellicule est en fait très très fine. L'essentiel de la météorite est froide en arrivant au sol, mais elle a cette pellicule qui fait moins d'1 millimètre d'épaisseur. Donc maintenant, on va vous montrer la vidéo de la chute de la météorite de Chelyabinsk. Donc c'est une vidéo qui a été faite par un amateur, quelqu'un qui était au volant de sa voiture en Russie et qui roulait tranquillement. Et vous allez voir arriver par le côté en haut à gauche de l'écran, le bolide, la boule de feu qui représente le fragment de roche en train de brûler. Donc voilà, là on le voit arriver, et en fait elle fait de plus en plus de lumière au moment où elle s'échauffe, et puis quand elle va arriver en fin de sa trajectoire, dans les basses couches de l'atmosphère, elle va ralentir, et donc là elle va refroidir avant d'arriver jusqu'au sol. Donc une autre façon, une autre caractéristique un peu propre aux météorites, c'est qu'elles contiennent du fer métal. Alors, du fer métal, il y en a dans cette salle, hein, sûrement dans les pieds de la chaise ou je sais pas, dans ta montre. Et ça, c'est du fer métal qui a été extrait des roches par l'homme, parce que le fer dans les roches à la surface de la Terre, il existe lié à d'autres éléments chimiques, en particulier l'oxygène. Du fer métal, ça n'existe pas à la surface de la Terre à part s'il a été extrait par l'homme. Alors que dans les météorites, on en trouve directement, hein, sous forme de grains. Alors, où se trouve le fer métal chez nous, hein, dans la Terre? Alors, on vous a fait une petite maquette de la Terre. Et donc, la Terre, elle a une structure qui ressemble à celle d'un abricot. Alors, vous avez la peau, en fait, la peau d'abricot, elle correspondrait à la croûte sur laquelle on marche. On parle souvent de tectonique des plaques, hein, associée à cette croûte. On a ce qu'on appelle la chair de l'abricot qui correspondrait à notre manteau terrestre. Et puis, on a un noyau, en fait, qui, dans le cas de la Terre, hein, c'est un noyau métallique, fer-nickel. Et donc, vous voyez bien une structure en couche. Donc, tout le fer métal, hein, se trouve ici. Donc, en fait, au tout début de sa formation, on va en reparler, la Terre a été fondue et le fer métal, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd, a migré vers le centre de la Terre et donc a formé son noyau. Alors, je vais refermer ma terre. Donc là, si on fait bouger cette météorite, on voit des particules de fer métallique brillante. On vous a mis aussi une image d'une autre tranche de météorite où, avec le flash de la photo, on voit très très bien les particules de fer métal. Alors certaines météorites sont constituées uniquement de fer métal, donc c'est le cas de cette tranche ici. Et elles ont quand on dit du fer métal, hein, c'est un alliage fer-nickel. Elles ont une propriété très particulière qu'on peut mettre en évidence en faisant une attaque acide de la surface du métal après l'avoir coupé. Donc ça, c'est une tranche. Hein. Et ça révèle une structure qui est liée aux cristaux de métal. Et cette structure s'appelle la structure les textures de Widmanstätten, du nom du métallurgiste qui l'a étudié le premier. Et en fait, donc on le voit, ça correspond en fait au plan dans les différents cristaux de métal. Et cette
cette structure n'est formée que par des processus planétaires et ne peut pas être formée à la surface de la Terre. Elle est due à un refroidissement extrêmement lent, de l'ordre de quelques degrés par million d'années. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à la surface de la Terre et qu'on ne sait pas faire en laboratoire. Donc si vous avez un morceau de métal, vous faites une petite attaque acide et vous voyez apparaître ces figures, c'est forcément un morceau de météorite. Alice vous a dit qu'on sait extraire le fer des roches actuellement hein, dans les hauts fourneaux, mais avant l'âge du fer, dans l'Antiquité, on ne savait pas le faire, dans la préhistoire. Et donc dans les civilisations anciennes, le seul fer métallique qui était disponible, c'était le fer météoritique. Et un exemple spectaculaire, c'est la dague de Toutankhamon. Quand les archéologues ont ouvert le cercueil de Toutankhamon, ils ont trouvé un certain nombre d'objets précieux associés à la momie. Et parmi ces objets précieux, il y a une dague en fer. Et en fait, les analyses récentes ont montré que c'est du fer météoritique. C'était un objet qui était extrêmement précieux. Le fer, à ce moment-là, était plus rare que l'or à la surface de la Terre. Et le fait qu'il soit dans la momie de Toutankhamon montre bien que c'était un objet d'une très grande valeur qui était réservé au roi. Alors, on a quand même des cas en fait, de météorites qui ne sont pas si évidents que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une croûte de fusion qui vous aide à les reconnaître. Mais si on regarde, là, donc on a deux photos. Là, on a une photo de ce que nous on appelle une achondrite, donc d'une météorite. Et à côté, on a une photo d'une lave terrestre française, hein, alsacienne. Et on voit pas trop de différence. Hein. Donc il va falloir faire des analyses un peu plus poussées. On ne pourra pas facilement la reconnaître. Si elle tombe dans votre jardin, celle-là, à part s'il y a une croûte de fusion, ce sera difficile à reconnaître. Alors, des météorites, il en tombe. Il en tombe alors de diverses tailles. Alors, il en tombe à peu près 10 tonnes par an qui ont des tailles de météorites qui ont des tailles comprises entre 2 mm et puis jusqu'à la taille d'un ballon de foot, quoi, en gros. Donc là, vous avez la photo, c'est une photo très célèbre, hein, en fait, d'une météorite qui est tombée sur une voiture américaine dans les années 80. Et donc, on voit en fait qu'elle a traversé le capot de la voiture. Alors, c'est une photo très célèbre. Pourquoi ? Parce que c'est très rare, en fait, qu'une météorite tombe et fasse des dégâts soit sur du matériel, soit ça n'a jamais tué un humain en fait. Donc cette voiture a été exposée à Paris lors de l'exposition là, qui s'est terminée il y a quelques mois, enfin maintenant il y a presque un an, au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, on en a des plus grosses, alors c'est moins courant, alors c'est des météorites qui vont avoir quelques dizaines de mètres de diamètre et quand en fait elles vont tomber sur Terre, elles vont creuser un cratère d'impact. Alors là, c'est le météore cratère qui se trouve en Arizona aux États-Unis. Donc de mémoire, donc il a à peu près 1,5 km de diamètre sur 200 mètres de profondeur. Et donc il a été causé en fait par l'impact d'une météorite de 45 mètres de diamètre. Donc c'est pas si gros que ça, mais par contre ça fait un gros cratère. Alors un peu encore plus gros, il y a des grosses météorites qui font quelques dizaines de kilomètres cette fois-là de diamètre. Alors heureusement c'est pas très courant. Et la plus célèbre, c'est celle en fait qui est liée en fait au cratère du Chicxulub, qui se trouve dans la péninsule du Yucatan au Mexique et qui est sûrement liée. Alors Sylvain Boulet vous en parlera sûrement plus à la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Alors la photo qu'on voit là, c'est une photo, c'est une image en 3D du cratère. C'est une image en fausse couleur. Fausse couleur, ce cratère, il se trouve sous 600 mètres de sédiments, puisqu'il est vieux en fait. Depuis, il y a pas mal de sédiments qui se sont déposés dessus. Alors, je te laisse parler du plus gros. Donc ce type d'impact catastrophique, heureusement, c'est assez rare. Et pour ce type d'objet, la fréquence actuelle, c'est de l'ordre de 1 par 100 millions d'années. Mais on peut imaginer que si on remonte dans le temps, eh bien, on en est plus et on est même des impacts encore plus rares, mais avec des objets encore plus gros. Et effectivement, on pense que c'est arrivé dans la jeunesse de la Terre, que la Terre a été percutée par un objet qui avait à peu près la taille de Mars. Et la signature de cet événement, eh bien, c'est la Lune, puisqu'on pense qu'actuellement que la Lune s'est formée à partir des débris d'une telle collision, alors que la Terre avait entre 30 et 50 millions d'années. Alors, à l'autre extrémité du spectre, on a aussi des toutes petites météorites, donc tout ce qui est plus petit que 2 mm, on appelle ça des micrométéorites, voire même des poussières interplanétaires pour les plus petites. Donc c'est la matière extraterrestre qui tombe le plus fréquemment à la surface de la Terre. Il en tombe 30 000 tonnes par an, soit à peu près 1 par mètre carré et par an. Et c'est ce qui nous donne nos étoiles filantes qu'on voit régulièrement dans le ciel en été.
Et là, on vous a mis une image où on voit ce qu'on appelle une sphéroïde cosmique. Donc c'est une micrométéorite qui est complètement fondue, vue au microscope électronique. Alors, juste après, en fait, donc en France, il en est tombé des météorites. Donc on a mis la carte en fait de répartition des météorites qui ont été trouvées sur le sol français. Alors il y en a quelques-unes de célèbres, hein. Il y a Orgueil qui se trouve dans le sud de la France. Donc la météorite, en fait, les météorites on les nomme d'après le lieu où elles sont tombées. Donc c'est la météorite d'Orgueil qui est tombée dans un petit village du sud-ouest français qui s'appelle Orgueil. On vous en reparlera un petit peu après. Alors la plupart des météorites que vous voyez sur cette carte, c'est des météorites qui, en fait, on a observé leur chute, et donc une fois qu'on les a vues tomber, on est allé les chercher. Il y a peu de météorites qu'on trouve facilement, comme ça, de façon fortuite dans son jardin, et je vais vous expliquer simplement pourquoi. Donc si on prend une météorite et qu'on la pose sur un fond noir sans végétation, on la voit pas beaucoup. C'est sûr. Alors que si on la pose sur un fond blanc clair, on peut imaginer sans végétation, on la voit très très bien. Donc on va aller les chercher où? On va aller les chercher dans les déserts froids ou les déserts chauds. Élévation de Charles Baudelaire. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages et des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi, bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers des cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. On est de retour sur le plateau du Big Bang au Big Bands. Merci beaucoup à Alice Alléon et Jérôme Alléon pour leur intervention très passionnante sur les météorites. On va peut-être prendre les dessins de nos valeureux dessinateurs, s'ils sont parés. Alors on va peut-être commencer par Pac-Man. Oui, donc j'ai dessiné une pluie météorite avec quelqu'un qui se protège avec un parapluie. Bon, c'est pas bien. Il met la main dehors, au-delà de son parapluie, malheureusement pour lui. Et Guillaume Monin. Bon, j'ai un temps de retard, moi c'était sur la séquence d'avant. On avait notre gentil doctorant qui avait oublié en fait un critère, c'était la taille. Et donc pour la définition d'une planète, il y a aussi le critère de la taille, mais j'ai pas voulu vexer. Parce que voilà. Et donc le présentateur de cette émission remercie donc le doctorant de ne pas l'avoir vexé. Et je remercie donc Guillaume Monin pour ce magnifique dessin qui va très bien capturer mon meilleur profil. Donc merci à vous deux pour ces beaux dessins. On va peut-être passer aux questions. On a 10 petites minutes pour répondre aux questions, donc on est tranquille ce soir. Jérôme Alléon, donc, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, donc, que vous venez de voir, hein, si vous n'êtes pas amnésique, dans la séquence précédente. Et donc, Jérôme Alléon, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, comme je l'ai dit en fait au début de la séance, je suis chercheur au CNRS et je travaille au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Dans un laboratoire où il y a pas mal, c'est un laboratoire de minéralogie, dans lequel il y a pas mal de thématiques qui sont abordées. En particulier, il y a ce qu'on appelle la cosmochimie, qui est en gros la chimie des roches extraterrestres. Génial. Et toi, tu fais quoi en pratique ? C'est quoi ton boulot dans la vie de tous les jours ? Alors, en pratique, dans une autre partie de la vidéo qui sera diffusée plus tard, si j'ai bien compris, on explique un petit peu de la science qu'on fait avec les météorites. Moi, plus spécifiquement, ce sur quoi je travaille, c'est dans certaines météorites, il y a des petites inclusions qui sont les roches les plus anciennes du système solaire.
parce qu'on peut les dater avec des radiochronomètres, des... Bonjour Alice Aléon, bienvenue. J'avais une question à la salle. Alors il faut savoir qu'on a un cinéma juste à côté où les gens peuvent assister au direct. Et du coup, voilà, on avait Alice et Jérôme qui sont venus en courant à la fin de leur intervention, donc c'est normal. On va leur laisser reprendre un petit peu leur souffle et parler de ces fameuses inclusions, donc les plus vieilles du système solaire. C'est les objets les plus vieux qu'on a dans le système solaire, et donc ce sur quoi moi je travaille, et d'ailleurs Alice aussi, mais avec des outils différents parce qu'on n'a pas tout à fait la même spécialité, c'est des objets qui se forment au tout début de la naissance du système solaire. C'est les objets les plus vieux qu'on a à disposition sur Terre. Quand on fait des datations sur les roches, c'est les objets les plus anciens qu'on peut avoir. Et ils sont datés de combien exactement ? Alors 4 milliards 567 millions d'années, avec une 4, 5, 6, 7. Voilà, entre 4, 5, 6, 7 et 4, 5, 6, 8. Ok. Avec une incertitude qui est de l'ordre de 200 à 300 000 ans. Magnifique. Alors j'ai vu que récemment aussi on avait découvert des roches qui étaient plus vieilles, qui étaient pré-solaires, donc plus vieilles que notre système solaire aussi sur la Lune, je crois. Ou des météorites lunaires. Alors c'est dans les météorites. Alors c'est pas dans les météorites lunaires, c'est dans les mêmes météorites que celles où il y a ces inclusions. En fait, la structure des météorites, c'est des poussières qui étaient là au moment de la formation des matériaux planétaires. Et dans la partie la plus fine, qu'on appelle la matrice, qui sert un peu de ciment à toutes ces poussières, il y a des grains qui se sont effectivement formés avant la naissance du système solaire, dans les atmosphères d'étoiles qui sont en fin de vie. Et on les reconnaît parce qu'ils ont des signatures de réactions nucléaires dans ces étoiles. Génial. Mais on ne sait pas les dater. Mais on ne sait pas les dater, d'accord. Okay. D'ailleurs, on en parle dans la, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, ça on pourra l'avoir, mais il y a une suite de l'intervention où on explique leur taille et d'où ils viennent en fait, ces grains précieux. Génial. Ok, et toi donc Alice, c'est quoi ton travail au quotidien ? Alors au quotidien, moi j'enseigne beaucoup, parce que on touche chez maître de conférence, et sinon je suis plus dans la préparation en fait du retour des futures missions spatiales qui ramènent des échantillons. D'accord. Sur Terre. Donc là, il y en a une qui va arriver bientôt, là, en décembre, janvier, japonaise, avec bien sûr des collaborations internationales, et qui nous ramène des grains d'un astéroïde justement, dont on a parlé, dans le truc qui s'appelle Ryugu. Et en fait, cet astéroïde, il a la caractéristique de contenir beaucoup de matière organique. La matière organique, c'est ce qui compose votre corps. Et le corps de tous les êtres vivants. On l'espère. On l'espère, c'est pas extraterrestre. Et il y en a jusqu'à 5%. Alors celui-là, on ne le sait pas. Mais donc, d'une part, c'est super intéressant. Puis d'autre part, en fait, c'est un astéroïde dont on n'a sûrement pas d'échantillon sur Terre. Donc on espère qu'il va... Voilà, donc ça a l'air simple, mais il nous ramène que de tout petits bouts. Il en ramène c'est pas facile de ramener des astéroïdes sur Terre, en pratique. Et donc, il faut maximiser... On travaille beaucoup sur la préparation des échantillons et comment les analyser pour en sortir le maximum d'informations, parce que chaque grain, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé dessus pour nous en ramener un tout petit bout. J'imagine bien. Alors on a peut-être des questions en provenance du chat pour Alice et Jérôme. Oui, on a deux questions sur la ceinture d'astéroïdes. Alors on a Aerao qui demande si la ceinture d'astéroïdes peut être considérée comme similaire à la ceinture de Saturne. Et d'autre part, on a Vaga Sanson qui demande si on peut savoir ce que deviendra la ceinture d'astéroïdes dans l'avenir. Est-ce qu'elle va rester en place ou est-ce qu'il y a des chances qu'une nouvelle planète se forme ? Question très intéressante. Moi, je vais répondre à la première question. Je ne suis pas du tout un spécialiste des anneaux de Saturne, mais... A priori, c'est pas la même chose. Dans les anneaux de Saturne, il y a beaucoup de glace, alors que les astéroïdes, c'est quand même des corps rocheux. Alors, il y en a qui ont de la glace dessus. Il y en a même qui ont a priori des structures un peu en couche, comme on a évoqué dans l'exposé. Mais au lieu d'avoir des couches avec métal et roche, il y a des couches à l'extérieur de la glace, voire des glaces variées. Mais a priori... Pour ce que je sais, je ne voudrais pas dire de bêtises de la ceinture de Saturne, des anneaux de Saturne, c'est vraiment des particules de glace en fait. D'accord. Voilà, donc c'est pour moi assez différent. De glace d'eau du coup ? Je pense que c'est beaucoup de la glace d'eau, mais c'est pas de la glace d'eau pure par contre. Ok. Je pense. Donc on pourrait la boire ou pas ? Je pense pas. Ok, c'est pas conseillé. Je pense que parmi les intervenants qui viendront plus tard dans la soirée, il y a des gens qui savent ça mieux que moi.
Eh bien, on verra bien. On leur reposera la question. Merci en tout cas pour vos superbes interventions. Il y avait une deuxième question. Il y avait une deuxième question, Alors, oui, c'est vrai. Précisément, non, je pense que... Attends, la question, c'est est-ce qu'on peut former une planète? Est-ce que, quel est le futur, la ceinture Oui, d'astéroïdes? c'est ça. Je pense qu'à courte échéance, elle ne changera pas beaucoup. Et même, je pense, à plus longue échéance, il n'y a pas de raison pour qu'elle change énormément, en fait. Ok, donc ils vont garder leur trajectoire chaotique pendant des millions, des centaines de millions, des milliards d'années. Oui, alors elle se vide tout douce, enfin, elle se vide en quelque sorte, puisqu'on vous a raconté qu'il y en a un certain nombre qui viennent chez vous, mais c'est un processus qui est très très lent en fait. Donc il y en a qui sont éjectés de notre système solaire aussi, quoi. Donc, qui sont éjectés dans notre système qui solaire. sont éjectés dans l'espace interstellaire. Interplanétaire en fait. Oui, ou interplanétaire. Interstellaire. Je pense pas. Actuellement, je pense non, pas. Je pense non, que la non. plupart des objets C'est au qui tout sont début, éjectés, en fait. ils tombent vers l'intérieur du système solaire. Par contre, au début, et ça revient aussi un peu avec la formation de planètes dedans, on avait des conditions qui étaient quand même pas du tout les mêmes que maintenant, beaucoup plus énergétiques. C'était beaucoup plus de matériaux qui n'étaient pas forcément rentrés dans les planètes. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a peut-être des choses qui ont été éjectées. D'accord. Eh ben, merci Alice et Jérôme pour ces magnifiques interventions. À bientôt. À bientôt. Enfin, restez là, surtout. Step off the limit. That's one small step